tous, nous allons commencer. Merci de couper vos micros. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui. Faites un signe. Oui, j'ai l'impression que ça fonctionne. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à ce conseil de quartier centre 100% numérique. Nous sommes ravis de vous accueillir sous ce format de visioconférence. On espère bien sûr pouvoir prochainement réorganiser des réunions en présentiel et nous rassembler dans une salle, mais en attendant, on vous propose cette alternative numérique. Je me présente, Léo Barthélémy. Je suis chargé de mission démocratie locale depuis un peu plus d'un an maintenant à Malakoff, et j'ai notamment en charge la coordination des conseils de quartier et plus largement tous les projets participatifs de la ville portés par la mairie. Alors, concernant la préparation de cette soirée et la constitution de l'ordre du jour, petit point info, nous avons ouvert début mars sur notre plateforme de participation citoyenne nous.malakoff.fr des pages sur lesquelles les habitants ont été invités à venir nous aider à co-construire l'ordre du jour des conseils, en venant y déposer des questions, des propositions, des thématiques, afin d'être au plus près de vos envies et de vos préoccupations locales. Alors, dans le quartier centre, il y a eu 7 propositions. Plusieurs étaient similaires, nous les avons donc rassemblées en 4 thématiques et nous allons amener des éléments de réponse tout au long de la soirée. Je vous invite par ailleurs à vous rendre sur la plateforme pour voir en détail les propositions. Et si vous n'avez pas encore de compte, je vous invite à vous en créer un et d'aller participer en ligne sur cette plateforme, nous.malakoff.fr. nous.malakoff.fr. Je vous propose de passer au déroulé de l'ordre du jour. Donc, dans un premier temps, nous allons laisser la parole à Michel Awad, qui est maire adjoint à la vie de quartier et du quartier centre, qui animera également une partie de la soirée, qui présentera sa vision de rôle d'adjoint. Dans un second temps, nous allons laisser la parole à Sonia Figuère, première adjointe à la démocratie locale, vie associative, affaires générales et à l'habitat, qui nous présentera un peu plus en détail les conseils de quartier, les prochaines étapes et échéances de ces instances. Et nous passerons ensuite aux 4 thèmes. Donc, les 4 thèmes seront la démocratie locale, la tranquillité publique et la prévention, la propreté cadre de vie et enfin le sport. Nous avons prévu des temps spécifiques pour pouvoir échanger directement avec vous en vous donnant la parole. Il y aura un temps d'échange prévu entre chaque thème. Vous pourrez ainsi rebondir sur ce qui vient d'être dit ou poser des questions en lien avec le thème et nous prendrons 2 ou 3 questions par thème. L'outil informatique nous impose de respecter quelques règles pour organiser cette prise de parole. Si vous voulez poser une question, merci de vous inscrire dans l'onglet discussion qui est en bas de votre écran. Si vous cliquez dessus, vous allez ouvrir un onglet chat. Et ainsi, vous pourrez dans ce chat vous proposer vos questions en précisant le thème et nous indiquerons donc à quel moment vous pourrez prendre la parole. Le moment venu des échanges, nous vous appellerons nommément. On vous demandera à ce moment-là d'ouvrir votre micro, de faire votre intervention en essayant de faire une intervention de 2 minutes maximum afin qu'un maximum de personnes puissent parler ce soir. Et une fois votre intervention terminée, nous vous demanderons de fermer votre micro. Plus globalement, nous vous remercions d'avance de garder votre micro fermé pendant l'ensemble du conseil de quartier et de ne prendre la parole seulement et uniquement si on vous y invite. Pour les personnes qui sont habituées des visioconférences, si 2 personnes parlent en même temps, vous savez très bien que ça crée des interférences, cela devient inaudible et c'est vraiment pas l'objectif de notre conseil de quartier ce soir, c'est que tout le monde puisse écouter et que nous puissions participer ensemble. Donc, merci de respecter ces quelques règles. Voilà, donc si nous ne pouvons pas répondre à toutes vos questions, nous vous proposons également de nous les poser par mail à l'adresse démocratielocale@ville-malakoff.fr. Dans le chat, vous retrouverez cette adresse mail. Et je vous propose de commencer tout de suite cette soirée en laissant la parole à Michel Awad. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir pour le conseil de quartier centre. Donc moi, je vais être très bref. Ce qui sera intéressant, c'est qu'on échange. Donc je ne vais pas vous baratiner avec la vision du quartier centre. Vous connaissez déjà tous votre quartier, 1/3 à peu près des habitants de Malakoff, répartis sur à peu près 1/3 de surface géographique de la ville, et avec tout ce qu'on connaît. Donc moi, rapidement, sur le rôle des adjoints de quartier, comme on l'a dit moult fois sur les vidéos et tout ce qui est les flyers et tout ce qui bouge, donc c'est animer les conseils de quartier, être le relais de la parole citoyenne, un suivi aussi de cette parole et être le lien entre les citoyens, citoyennes et donc les services en mairie. Et je vais rapidement, donc simplement notre quartier, sous sa nouvelle configuration, comme vous l'aurez noté, c'est une fusion des 2 anciens quartiers, celui de la maison de l'enfant et celui qu'on appelait du centre. Et donc, il s'appelle le centre, il s'est étendu. Et je vais passer rapidement donc, la parole à Sonia Figuère, et puis comme ça on enchaîne. Allez.
Merci Michel. Bonsoir à toutes et tous. Sonia Figuer, donc première adjointe en charge de la démocratie locale. Je suis ravie de vous voir ce soir. C'est mon deuxième conseil de quartier, puisqu'on a tenu avec Anthony Tway qui était présent là, le conseil de quartier sud la semaine dernière. Oui, en effet, comme le disait Michel, au mois de juillet, le conseil municipal a voté un nouveau découpage des conseils de quartier, puisque maintenant nous sommes passés à 3 conseils de quartier: quartier sud, quartier centre et quartier nord. Et ce qui permet aussi, ce qui nous a permis de nommer 3 adjoints de quartier, permettant en effet de développer davantage la relation de proximité avec les habitants des quartiers et l'animation des conseils de quartier. Nous avons travaillé particulièrement sur ces conseils de quartier en numérique. Alors oui, ce n'est pas la meilleure des solutions, mais c'est la solution aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons tous pour pouvoir échanger ensemble. Et nous avons, comme l'a expliqué Léo tout à l'heure, développé une plateforme numérique permettant à la fois d'échanger avec les habitants, de recueillir leurs questionnements, mais c'est une plateforme qui permettra aussi à l'avenir de travailler sur le futur budget participatif que nous mettrons en place d'ici la fin de l'année. Et puis, vous avez déjà des groupes de travail qui sont sur la plateforme, comme par exemple les conseils de quartier. On a eu différents types de questionnaires. En parlant de questionnaire, si vous ne l'avez pas fait, vous avez un questionnaire sur les conseils de quartier qui va nous servir pour la suite, puisque je vous présenterai tout à l'heure le travail qu'on va faire tous ensemble pour élaborer une nouvelle charte de fonctionnement des conseils de quartier. Si vous n'avez pas eu le temps ou si vous n'avez pas encore répondu à ce questionnaire, n'hésitez pas. Ça nous intéresse de connaître, on veut connaître les raisons pour lesquelles vous venez au conseil de quartier, pour lesquelles vous n'êtes jamais venu. Peut-être que c'est votre première fois. Qu'est-ce qui est perfectible, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Voilà, donc n'hésitez pas à remplir ce questionnaire. Avant de continuer, on va d'abord lancer un petit film sur cette plateforme. Très bien, merci. Donc cette plateforme, on aura tout le temps d'en rediscuter tous ensemble. Moi, je voulais juste, avant de passer aux différentes questions et aux différents échanges, vous parler du travail qu'on veut lancer sur l'élaboration de la nouvelle charte de fonctionnement des conseils de quartier.
On a vu qu'il y avait de nouvelles attentes, qu'il y avait des habitants qui avaient plein d'idées et qui étaient riches d'idées pour faire vivre ces conseils de quartier. Et donc, l'objectif, c'est de réadapter, voire de créer une nouvelle charte de fonctionnement. Il y a un calendrier de travail qu'on va vous proposer, puisque on aimerait lancer 2 réunions interquartiers qui auront lieu les jeudis 3 juin et 17 juin. Alors, en présentiel ou en distanciel, hein, ça, on ne le sait toujours pas. L'objectif sur la première réunion qui aurait lieu le 3 juin, ce serait de travailler sur le fonctionnement global des conseils de quartier, des valeurs, ce qu'on veut faire dans les conseils de quartier, comment on veut travailler tous ensemble, ce qu'on veut, les points qu'on veut aborder, les thématiques, hein. Il y a plein de choses. Moi, en discutant avec les gens, hein, il y a des personnes, par exemple, qui parlent de faire des micro-conseils de quartier. Pourquoi pas on l'a dit tout à l'heure, on est passé à 3 conseils de quartier. Il y a peut-être des problématiques qui sont différentes en fonction des lieux de vie, des lieux de résidence. On peut imaginer des micro-conseils de quartier, on peut imaginer des webinaires. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Ça, ce sera à vous, habitants, de faire vos propositions. Et puis, un deuxième conseil de quartier, interquartier, pardon, le jeudi 17 juin, où là, on travaillerait plus sur le rôle des habitants, le rôle du collectif d'animation. Alors, juste pour information, si vous ne le savez si vous ne le savez pas, le collectif d'animation, c'est le collectif un petit peu qui coordonne les conseils de quartier. Ce collectif d'animation, il sera composé de différents collèges, le collège des habitants, avec des habitants volontaires et des habitants qu'on a tirés au sort aussi. Il y aura un collectif de représentants d'associations du quartier, puisqu'il nous semble aussi important que dans les conseils de quartier, tous les acteurs du quartier puissent se retrouver et échanger. Il y aura le collège des jeunes, le collège des commerçants. Et puis, je crois que je n'ai rien oublié. C'est bon, il y a tous les collèges. Donc, l'objectif de ce deuxième conseil interquartier le 17 juin, c'est de travailler sur la place des habitants, le rôle des habitants dans les conseils de quartier, le rôle des élus aussi. Voilà, quelle place on donne aux élus dans les conseils de quartier. Et puis, travailler à travers tout ce qui sera remonté sur la plateforme. Voilà, écoutez, je crois que j'en ai assez dit. Je vous invite réellement à participer à ces conseils interquartiers qui vont nous permettre de construire ensemble les conseils de quartier de demain. Merci. Merci Sonia. Tu n'en as jamais trop dit, Sonia. Jamais. Alors, on va passer donc aux fameuses questions qui sont issues de la plateforme. On a eu 7 propositions et des questions issues du questionnaire. Ce qu'on a fait pour simplifier, parce qu'il y avait des questions assez longuettes, donc on les a un peu synthétisées pour aller plus vite. Voilà, donc je vais démarrer. Ce qu'on va faire, c'est que on les a aussi regroupées par thématique de secteur. Donc on va démarrer par la démocratie locale. Et nous avons eu 2 propositions pour la démo locale. La première sur l'animation de la vie citoyenne en permettant notamment aux habitantes et habitants d'avoir les modes d'emploi. Donc, qui fait quoi entre la ville, le territoire, le Grand Paris, le département, la région et bien d'autres, pour clarifier les rôles de chacun. Et donc, l'habitant ou l'habitante propose que cela passe par les ateliers via les conseils de quartier. Et donc, je vais passer la parole à Sonia Figuère, première adjointe qui s'est déjà présentée pour répondre. Vas-y, Sonia. Oui, bah, c'est une excellente idée. Enfin, en effet, on a différents échelons d'institutions, hein, la ville, le territoire, Vallée Sud, Grand Paris, la métropole, le département, la région. Voilà, il y a plein d'institutions qui ont des impacts à travers leurs missions et leurs actions sur le terrain, sur les habitants de Malakoff. Donc, bien évidemment, alors ça sera à réfléchir toujours à travers la charte de fonctionnement. On peut imaginer des cycles de découverte avec des conférences débats, des visites d'institutions pour mieux comprendre l'organisation, le rôle et la place de chacun dans ces institutions. Voilà, il y a bien évidemment ça, encore une fois, ce sera des sujets sur lesquels vous, habitants, vous serez force de proposition et nous, mairie, dans ce cas-là, on viendra en appui pour accompagner et pour aller chercher les contacts, par exemple, nécessaires pour pouvoir faire vivre ces sujets.
bien, Sonia. On va passer à la seconde question, toujours sur la démo locale. Et donc, un autre habitant propose, lui, de faire des groupes consultatifs ou de citoyens thématisés. Ça peut être sur l'écologie, la sécurité, l'éducation, la culture, etc. En citant en exemple donc, des comités consultatifs du département d'Ille-et-Vilaine ou encore les commissions citoyennes d'Occitanie. Je te repasse la parole, Sonia. Oui, encore une fois, la relance des conseils de quartier et plus spécifiquement le travail sur la charte de fonctionnement va vous permettre de proposer une organisation. Pourquoi pas, en effet, travailler sur des thématiques. On peut imaginer des conseils de quartier sur des thématiques spécifiques parce que vous avez besoin d'échanger de plus d'informations, de remonter. Bien évidemment, la démocratie participative, les conseils de quartier sont des outils participant à la démocratie participative sur la ville, mais il y a plein d'autres outils sur les gros projets structurants. Voilà, il y aura aussi des réunions par thématique, de concertation, etc. Donc, oui, nous sommes preneurs de toutes les idées qui puissent faire vivre les conseils de quartier. Idée qui en plus peut permettre aux habitants et aux acteurs du quartier de s'approprier les conseils de quartier. Ça me semble très important que vous en soyez vous-même partie prenante. On va passer à une autre thématique. Donc, il y avait une question avant, je m'excuse. On va laisser peut-être 1 ou 2 minutes, voir s'il y a des personnes qui souhaitent poser une question sur cette thématique, de vous manifester dans l'onglet discussion. Voilà, qu'on puisse poser cette question. Sinon, au bout de 1 ou 2 minutes, nous passerons à la thématique prochaine. Peut-être que les personnes qui ont posté ces propositions en ligne sont présentes. Peut-être qu'elles veulent rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc voilà, si vous souhaitez le faire, nous vous laissons 1 ou 2 minutes pour vous manifester. Et ensuite, nous passerons à la prochaine thématique. Merci. Pas de questions? Alors, n'hésitez pas. Hein. Allô, allô? Oui, On m'entend? oui, on vous entend. Je vais mettre la caméra aussi. Bonjour, bonsoir, Adrien Cos. Donc moi j'habite rue Jean-Jacques Rousseau, Oui, entre, entre le conservatoire et l'école Maurice Thorez. Voilà. Enfin non, c'est pas l'école Maurice Thorez, c'est la rue Maurice Thorez, bref. C'est la première fois que je suis donc ce conseil de quartier, enfin conseil de quartier tout court, donc je découvre un petit peu le fonctionnement. Je me demande jusqu'où le site nous-malakoff.fr est réellement collaboratif, parce que j'ai l'impression qu'il s'agit juste d'une chambre d'enregistrement de doléances plus que d'un outil vraiment de collaboration pour l'instant. Je ne l'ai pas assez étudié pour l'instant, mais ce que j'ai vu me paraissait encore un petit peu complexe à utiliser et limité, on va dire, dans la capacité à créer des choses en commun. Donc, voilà, je me pose des questions sur l'utilité de cette plateforme. Et effectivement, moi, je suis plus adhérent de faire des micro-organisations par, effectivement, riverains d'une même rue, par habitants d'un même immeuble, et de mettre à disposition des gens dans ces micro-espaces, enfin, dans ces micro-quartiers, des outils qui leur permettent tout simplement, par exemple, de se tenir au courant de choses qui concernent directement leur espace le plus proche, avant effectivement d'élargir à des groupes qui soient dans le même quartier. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'impression que
cet outil, disons, il est intéressant pour la mairie, mais peut-être pas encore suffisamment pour les citoyens eux-mêmes. Voilà. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je comprends bien votre question, monsieur. Sur la plateforme, alors la plateforme, vous savez, on l'a lancée au mois de novembre, hein, donc c'est tout neuf. Aujourd'hui, on a, par exemple, le conseil local de la vie associative qui travaille à travers cette plateforme, puisqu'on peut créer des groupes de travail, des groupes d'échange collaboratifs. Alors, c'est des groupes fermés, puisque c'est sur des thématiques. Après, ces groupes fermés peuvent organiser des consultations sur la plateforme. Voilà, mais après, il faut que, je pense, il faut laisser le temps et ça vient. Je sais que le conseil éducatif local va s'en saisir. On a d'autres, le comité de suivi du plan global de déplacement, c'est aussi un outil, la plateforme est un outil qui va être utilisé dans ce cadre-là. Voilà. Donc, au fur et à mesure, je pense qu'il faut aussi s'habituer à cet outil que nous voulons collaboratif, bien évidemment. Aujourd'hui, on est sur une plateforme où, pour les conseils de quartier, on a lancé les questions, les propositions qui pouvaient être faites par les conseils de quartier. Mais bien évidemment, nous espérons que ça se développe autrement. Et je pense aussi que la mise en place du budget participatif va y aider fortement. Sur ce que vous dites par rapport aux micro-quartiers, aux micro-conseils de quartier par immeuble, par lieu géographique, je pense que les deux sont complémentaires, conseils de quartier, micro-quartier. Il faut trouver le bon équilibre, mais ça, encore une fois, ça sera aux habitants de le travailler à travers la charte de fonctionnement. Je laisserai les habitants, on travaillera tous ensemble pour voir de quelle façon on peut organiser tout cela. Je ne veux pas trop en dire parce que la charte de fonctionnement, c'est vous qui allez l'élaborer. Donc, je ne veux pas m'avancer sur quoi que ce soit, mais j'espère qu'elle sera riche en idées de ce type-là, en tout cas. Alors, il y avait une autre question de Maxime sur la démocratie locale et notamment sur des méthodologies pour entreprendre. Est-ce que, Maxime, vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Et nous passerons ensuite à la prochaine thématique. Oui. J'ai l'impression que ce qu'il proposait. On ne vous entend pas très bien, Maxime. Maxime? Vous m'entendez? Là, on vous entend, oui. Ok. Oui, non, je voulais juste réagir à ce que au commentaire d'Adrien Cosse. J'ai l'impression que c'est proposé. Actuellement, ça pourrait être Je m'excuse, mais on ne vous entend pas. Hein, désolé. Ah mince. C'est trop loin. Est-ce que c'est possible à l'écrit si le micro ne fonctionne pas? Et on la lira pour vous? Oui, bien sûr. On n'entend toujours pas, mais peut-être à l'écrit. Merci. Et on a une autre question en attendant, peut-être que Maxime écrive dans le chat. Une question sur la démocratie locale de Camille Diagou. Est-ce que vous êtes là? Oui, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît, et faire votre intervention? Pour rappel, je vais vous demander de faire une intervention de 2-3 minutes maximum, afin qu'un maximum de personnes puissent parler. Donc, merci d'avance et je vous laisse la parole. Oui, bonjour, j'habite au nord de Malakoff, 2 rue Raymond Fassin. Et je voulais rebondir sur ce que venait de dire Monsieur Cosse. Est-ce que c'est possible d'avoir une idée des projets qui ont été menés les années précédentes et voir si ça a eu des résultats concrets? Quand vous dites des projets, c'est-à-dire Enfin, par rapport au niveau de la concertation, si les idées ont été prises en compte et quels ont été les résultats concrets de ces sujets? Alors, on pourrait en parler toute la soirée sur les conseils de quartier. Ça, c'était les collectifs d'habitants qui construisaient
les ordres du jour, si on parle de démocratie participative un petit peu plus large, hein, je crois qu'il faut élargir le champ. Il y a eu la mise en place d'étapes de concertation dans le cadre du 100% Barbus, dans le cadre de la porte de Malakoff. Et puis en 2016, la mise en place de Malakoff et moi, qui a permis de rassembler plus de, je ne sais plus combien, 2000 ou 3000 personnes, avec la prise d'engagement de la part des municipalités qui est ressortie de suite aux rencontres qui ont eu lieu. Et du coup, quel type d'engagement? Par exemple, la mise en place de Prenez l'été, sur la petite enfance, sur l'enfance plutôt, il y avait eu toute une demande sur la modification des horaires en termes d'accueil au périscolaire. Il y a eu la mise en place du permis de végétaliser, il y a eu la mise en place de la ferme urbaine. Voilà, il y a encore, alors il y avait, je ne sais plus, 29 engagements, je crois. Il y a eu la création dans le centre-ville de l'espace jeunesse Angela Davis. C'est un espace qui a été élaboré et construit par et pour les jeunes, puisque c'est eux qui ont travaillé sur le contenu qu'on voulait y mettre dans cet espace. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, rue Augustine Vario, il y a une belle fresque. Angela Davis, par exemple, voilà, ça fait partie des choses qui sont ressorties de Malakoff et moi, puisqu'on avait déjà des structures sur la ville, mais c'était un engagement qu'on avait pris et qu'on a pu travailler avec les jeunes de Malakoff, par exemple. Voilà, on pourrait encore... il y a d'autres choses sur lesquelles je pourrais développer, mais si vous voulez, il n'y a pas de souci, on pourra vous envoyer tout ça. Avec plaisir. Alors, Maxime, je vous propose, si ça ne marche toujours pas, de nous envoyer votre question par mail. Nous y répondrons plus tard. Et nous allons prendre une dernière question. Désolé pour ces problèmes techniques, c'est les aléas du direct sur une visioconférence. Je vous propose de laisser la parole à Monsieur Anoto, qui s'est manifesté dans le chat. Est-ce que vous êtes là, monsieur? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro, s'il vous plaît? Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Formidable. Ma question est assez simple. Je voulais savoir quelle serait dans l'avenir la place des élus dans les conseils de quartier. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne sais pas, puisque ça fait partie des points qui seront abordés lors des conseils interquartiers dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour savoir de quelle façon, justement, que ce soit les habitants, que ce soit le collectif d'animation, que ce soit les élus, de quelle façon, quelle place on donne. Après, ça peut, on verra, ça peut être à un moment donné pour donner une information descendante parce qu'il y a un besoin de la part des habitants d'être informés sur certains projets. Ça peut être des échanges comme aujourd'hui, des réponses à des questions. Enfin, vraiment, on verra. Je vous invite au conseil interquartier du 17 juin pour qu'on puisse en discuter ensemble. D'accord, très bien. Je serai là. Très bien. Je m'excuse auprès de Maxime, je n'ai pas encore reçu votre question. Je vais me permettre de la lire. Elle a été posée avant. Donc, on va faire une exception. On va prendre 4 questions sur cette thématique et on passera ensuite à la prochaine. Il y en a d'autres derrière. Donc, je me permets de lire votre commentaire sur le chat. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Ah, ça fonctionne. Bah, dis donc. Ok, j'ai mis un casque. Bonsoir. Ah, c'est mieux effectivement. Merci. Merci à vous. Donc du coup, oui, par rapport à mon commentaire de tout à l'heure, je réagissais à la proposition donc, de Monsieur Adrien Cos. Par rapport à ce qu'il proposait, c'était, pour être très pratico-pratique, est-ce qu'une sorte de boîte à outils, j'appelle ça une boîte à outils, en gros, ce sont soit des méthodologies, soit des ressources, comme par exemple ce que vous êtes en train de faire là. Vous avez mis en place un Zoom avec une réunion, vous avez utilisé des moyens de communication pour nous dire qu'il y avait cette réunion aujourd'hui. Et typiquement, est-ce qu'un citoyen qui aurait une idée, un projet, peut à son échelle, en utilisant cette même boîte à outils, faire ses propres projets au sein de sa rue, son avenue ou son quartier? C'est comme ça que je comprenais l'intervention d'Adrien Cos et en tout cas que je me suis approprié. Alors, on est en train de réfléchir aussi à la mise en place d'une charte de la participation citoyenne. Voir comment on peut aussi l'élaborer avec les habitants. Donc, je pense que ça peut faire partie des
des sujets sur lesquels on peut se pencher, bien évidemment, avec tout ce qui est boîte à outils, propositions. Voilà, je ne peux pas en dire plus, mais cette charte de participation citoyenne, on y est attaché. On attend d'abord de relancer les conseils de quartier, de travailler sur la charte de fonctionnement, voilà, d'inviter les habitants à s'investir sur ces conseils de quartier pour ensuite travailler sur cette charte de la participation citoyenne. Et je pense que ça peut répondre, ça peut être un moyen d'y inclure en effet tous les outils permettant aussi de favoriser cette participation citoyenne. Donc, merci pour vos questions et vos interventions sur la démocratie locale. Je vous propose de passer au prochain thème. Alors, ensuite, on va passer à la prévention tranquillité publique. Donc, une question concernant la sécurité des habitantes et habitants, et notamment sur l'absence d'un commissariat à Malakoff, ce qui entraînerait un sentiment d'abandon. Je vais passer la parole à Bénédicte Thibos, maire adjointe. Donc, Bénédicte, si tu peux te présenter, dire ta délégation, et puis je te laisse faire. Oui, très bien. J'espère que vous m'entendez bien. Déjà, je vous dis bonjour à toutes et tous. Donc, effectivement, donc, je suis Bénédicte Thibos, élue adjointe à la prévention et à la tranquillité publique. Et également, je le dis comme ça, je suis aussi référente du quartier Nord. Donc, je fais la pub pour le quartier Nord. C'est le week-end prochain, le conseil de quartier Nord. Mais bon, là, on va se concentrer sur le quartier Centre. Donc, effectivement, c'est une bonne question de parler du commissariat. C'est une question surtout qui existe depuis très longtemps. C'est vrai que le commissariat actuellement, pour ceux qui habitent Malakoff depuis déjà quelques années, savent qu'il existait une antenne du commissariat sur Malakoff, puisqu'actuellement le commissariat il est sur Vanves et il doit le commissaire de police doit prendre en charge tout ce qui se passe sur à la fois les villes de Malakoff et sur les villes de Vanves concernant toutes les questions de sécurité au niveau de la police nationale, hein, je parle. Donc il n'y a plus d'antenne. Effectivement, ça a été supprimé. Alors, bien évidemment, les maires, Madame Margatet, ça remonte vraiment à la mandature d'avant. Madame Catherine Margatet s'en était déjà émue, et plus qu'émue, hein, écrivant de nombreux courriers pour dire que c'était un petit peu dommage, et voire plus que dommage même, que nous n'ayons plus cette antenne du commissariat qui permettait d'avoir une police, on va dire, de proximité. Malheureusement, les relances, et donc Madame Jacqueline Bellhomme, la maire de la mandature d'avant, avait elle aussi, bien sûr, hein, relancé aussi le préfet et le ministère de l'Intérieur, hein, puisque les commissariats dépendent du ministère de l'Intérieur, c'est de la police, par rapport à restaurer une antenne du commissariat. Malheureusement, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, hein, mais ce qui est certain, c'est que cette antenne du commissariat, il faut se le reconnaître, on ne l'aura pas. Et non seulement on ne l'aura pas, mais je ne veux pas vous apporter des mauvaises nouvelles, mais il faut parler en toute franchise. Il est même prévu, et ça d'ailleurs était déjà le cas, qu'il y ait une réduction des effectifs du commissariat actuel. Hein. Actuellement, il y a, parce que ce n'est pas nous, hein, actuellement, il y a au commissariat de Vanves 80 personnes qui travaillent au commissariat de Vanves. Il y a quelques années, ils étaient 120. Donc, vous voyez, on en a quand même perdu un certain nombre d'effectifs. Et malheureusement, on continue à nous parler de restructuration de commissariats sur le 92 cette fois-ci, hein, avec d'autres commissariats alentours qui risquent de fermer. Donc, malheureusement, nous ne pouvons pas attendre grand-chose par rapport au commissariat. Après, nous, ville de Malakoff, nous travaillons en partenariat avec le commissariat de Vanves et de Malakoff. Moi, en tant qu'élue à la prévention et la tranquillité publique, avec Madame la maire, nous avons des réunions mensuelles, avec à peu près, hein, pratiquement mensuelles. On essaye de maintenir ce rythme-là avec le commissaire de police pour que nous puissions avoir un échange sur tout ce qui peut concerner effectivement la tranquillité publique, et là plus, je parlerai de sécurité
concernant la ville. Donc, nous, dès que nous avons effectivement comment dire, les habitants et les habitantes qui nous interpellent sur des problèmes de sécurité, bien évidemment, nous faisons remonter. Bien évidemment, nous, et moi, c'est le discours que je tiens toujours, mais pas que moi, parfois les gens ne savent pas trop, quand il y a un problème de sécurité, ils ne savent pas trop qui appeler. Concernant la police nationale. Alors, la première démarche, souvent, c'est d'appeler le commissariat. Mais moi, j'en profite, à chaque fois je le dis, et j'en profite pour communiquer et faire un peu de la pédagogie, et j'en profite ce soir, puisque nous sommes assez nombreux ce soir, et n'hésitez pas à diffuser l'information autour de vous, ce n'est pas le commissariat qu'il faut appeler. Pourquoi? Parce que le commissariat, quand vous appelez le commissariat de Vanves-Malakoff, en fait, vous tombez sur l'antenne du commissariat avec si jamais toutes leurs équipes sont mobilisées sur un problème quelconque, eh bien, il n'y aura pas d'effectif au sein du commissariat de Vanves-Malakoff pour se déplacer si vous avez un problème de sécurité et que vous avez besoin que la police nationale se déplace pour régler ce problème quel qu'il soit. Donc, ce qu'il faut faire absolument, c'est le 17. Parce que le 17, en fait, vous connaissez tous ce numéro, c'est un numéro qui centralise donc avec une centrale d'accueil qui centralise tous les appels qui peuvent concerner la police. Et après, à ce moment-là, on va beaucoup plus facilement prendre en compte vos besoins et on va vous envoyer, enfin, si ils peuvent. Oui. On peut faire un peu plus court, s'il te plaît. Ouais, mais non, Merci. mais je veux bien. Non, je veux bien. C'est juste parce que c'est une question qui revient très très souvent. Et je pense que ça. Je réponds en disant ça, je réponds à des questions qu'on me pose très 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 souvent. Mais tu as raison, Michel. Je vais essayer de pas trop monopoliser le temps. Tu as raison de me le rappeler. Donc tout ça pour vous dire, appelez le 17 parce que comme ça, vous avez beaucoup plus de chances qu'une équipe de police nationale se déplace. Et surtout, et ce qui est très important pour nous en tant qu'élus, c'est qu'à ce moment-là, à chaque fois que vous appelez le 17, ça rentre dans les statistiques de la police. Et donc, on a des chiffres, c'est chiffré, on a des preuves. Et quand nous, on rencontre, par exemple, le commissaire, eh bien, quand on demande un état des lieux et quand on dit, par exemple, nous aurions besoin de plus d'effectifs de la police nationale, il y a des chiffres, parce qu'autrement, la police serait tentée de dire, écoutez, Malakoff, c'est une ville super tranquille où il ne se passe jamais rien, donc on n'a pas vraiment besoin d'augmenter Merci. Oui, je sais, je suis trop bavarde. J'espère avoir répondu à la question. Tout tient en une phrase, appelez le 17. C'est ça, voilà. Très bien résumé. Merci à toi, Bénédicte. Michel. On a une question. Alors, on avait une question, excusez-moi, de Madame Aymar sur la suppression de l'antenne du commissariat. Est-ce que Madame Aymar est là? Je ne vous vois pas. Oui, voilà, vous m'entendez? Ah, là, je vous entends, oui, très bien. Bonsoir tout le monde. Donc moi aussi, c'est mon premier, malgré mon âge, mon premier conseil de quartier. Et je voulais savoir si quelqu'un a la réponse, pourquoi l'antenne de commissariat que j'ai connue il y a quelque temps a été supprimée. Alors bien sûr que Bénédicte a la réponse oui. et elle va faire concis. Vas-y, oui. Bénédicte, c'est pas tout. Je vais faire très court. Mais oui, on a la réponse. C'est tout simplement des mesures, des restrictions budgétaires. Voilà, pour le coup, je vais être très, très, très court dans ma réponse. La police nationale nous dit qu'elle n'a pas assez de moyens, que la ville de Malakoff n'est pas assez une ville où il y a suffisamment de raisons de maintenir cette antenne, qu'il vaut mieux déployer les effectifs de la police nationale ailleurs, dans des villes qui en ont plus besoin. Voilà. Si je peux juste me permettre de rajouter, Bénédicte. Dans le 9.3. C'est rajouté à ça aussi, si je peux me permettre, c'est rajouté à ça la mise en place du plan Vigipirate, où il y avait un fort besoin d'effectifs en statique, etc., suite aux différents attentats, et que l'ouverture d'une antenne ou d'un commissariat demande aussi une sécurisation avec plus d'effectifs que la normale. Et donc, ça fait partie aussi des raisons, comme le disait Bénédicte, restriction d'effectifs. Ils ont préféré fermer l'antenne pour pouvoir déployer les effectifs ailleurs. Il n'y a pas d'autres questions, donc je vous propose de continuer. Merci Bénédicte, c'était très clair. On va passer maintenant à une autre thématique qui est posée, qui est
qui a été catalogué, sectorisé, propreté, cadre de vie. Si je ne me fais pas erreur, c'est Dominique Trichet-Allaire, maire adjointe. Donc, je vais poser la question, Dominique, et puis je te laisse le soin de répondre. Donc, nous avons eu une question très précise concernant le passage du conservatoire à la rue Jean-Jacques Rousseau, concernant notamment sa propreté, l'insuffisance des poubelles présentes, ainsi qu'une proposition d'agrémentation du passage par des fleurs ou encore du street art. Salut, je te laisse. Oui, bonjour tout le monde. Donc, en effet, je suis maire adjointe à la propreté et zéro déchet, mais pas seulement. J'ai aussi toute la transition écologique. Alors, cette question, en fait, j'ai déjà eu l'occasion de m'y rendre. Et en effet, ce passage-là, en fait, pose une difficulté parce qu'il est très étroit. Donc, les services de la propreté ne peuvent pas passer avec une balayeuse. Techniquement, ce n'est pas possible. Techniquement, il n'y a que les cantonniers qui peuvent passer, donc les cantonniers qui vont manuellement en fait, ramasser et nettoyer, qui peuvent passer à cet endroit-là. En fait, je sais que en fait, c'est un passage assez fréquenté. C'est aussi ça le problème, parce que le cantonnier passe une fois par jour. L'organisation du travail fait que il y a un cantonnier qui passe une fois par jour pour nettoyer cet espace-là. Ce qu'il y a, c'est que comme voilà, pour les gens qui le connaissent bien, il y a une petite bordure où les gens peuvent s'asseoir et les gens s'assoient. Il y a la boulangerie juste à côté où les gens aussi achètent de quoi manger, s'assoient. Et c'est aussi ça qui fait qu'il est très fréquenté et donc beaucoup plus sali que d'autres endroits. Lave-toi les mains. Voilà. Donc, en effet, au niveau des poubelles, on avait… Le micro est coupé. Merci, il ne faut pas couper mon micro quand je parle. Alors, du coup, je ne sais pas, j'en étais rendue aux poubelles ou… C'était ça. Alors, je vais reprendre nos poubelles. Les poubelles ont été en effet changées car elles étaient en effet trop petites et pas adaptées à ce passage-là qui est donc très, très fréquenté. Et donc, des plus grandes et des plus résistantes ont été mises en place. Donc, en fait, sur ce coin-là, qui est en effet, enfin, je le répète, hein, qui est vraiment très fréquenté, il y a à peu près 4 poubelles qui sont installées à proximité immédiate. Donc là, au niveau des poubelles, nous, on ne peut pas faire plus. Au niveau aussi des équipes de la propreté, et donc je le redis, hein, c'est une fois par jour qu'il y a un cantonnier qui passe. Et il faut savoir que le nombre de personnes, des équipes de la propreté qui bossent vraiment très bien, il y a très peu de rues où il y a une personne qui passe une fois par jour, mais celui-là, c'est justifié. Quant aux propositions, en effet, de street art ou de fleurs, ça, moi, je trouve ça très intéressant. Je sais que j'en avais déjà parlé d'ailleurs avec un habitant du quartier. Peut-être que c'est lui qui a à nouveau posé cette question-là, parce qu'en effet, depuis que nous en avons parlé, il n'y a toujours pas de fresque, mais ça pourrait être en effet une possibilité. Moi, il faut alors, ça ne sera pas le service propreté qui va pouvoir mettre en place un tel projet. Il faut que j'en parle avec mes collègues, car je pense que ce serait une bonne idée. Moi, je l'ai bien retenu, en effet, comme projet possible pour agrémenter ce passage-là. Donc, j'ai bien noté, en effet, soit en effet fresque fait par les enfants, si on arrive à faire quand on arrivera à nouveau travailler avec les enfants, d'ailleurs, quand on sera un peu moins confiné, mais ça va arriver, hein. Et en effet, pourquoi pas en effet, voir en effet des fleurs. Là, je vais en profiter pour faire la pub des permis de végétaliser, puisque la ville de Malakoff, pour aider à avoir plus de végétalisation, vous encourage, vous, habitants, habitantes, de aussi vous emparer de cette possibilité-là et de contribuer à la vie de votre ville en plantant, j'allais dire des fleurs, mais pas que, ça peut être des légumes, plantez ce que vous voulez d'ailleurs, mais des plantes. Pour aider aussi à agrémenter. Mais j'ai bien noté et je garde bien, pas que en tête, mais dans mes carnets de travail, voir comment serait possible de faire en effet une fresque, poser des fleurs pour cet passage-là. Mais voilà, ce passage-là est en fait
très, très fréquentée. C'est un peu le souci qu'on a. Merci Dominique. Monsieur Azouz, avant, j'aimerais rebondir. Je vois ça, j'ai l'impression que c'est un peu un cas d'école qui pourrait être rentré dans le cadre du futur budget participatif. Si je ne me trompe pas, j'ai vu des villes où des citoyens se saisissent justement d'idées comme ça, les proposent un budget participatif. On est dans le cadre d'une amélioration, donc le street art, ça peut être sympa. Donc, je vous invite, quand le budget participatif sera lancé, à proposer votre idée, collaborer avec vos voisins. Et puis, pourquoi pas, peut-être le projet serait sélectionné. On pourrait faire quelque chose dans ce type-là. Donc là, je vais passer à la question suivante qui te concerne toujours, Dominique. Donc, un habitant ou une habitante se pose également la question du manque d'espace vert sur la ville et particulièrement sur la zone Joliot-Curie et Étienne Dolay et sur le manque de propreté des rues en général, notamment pour les déjections canines. Je te repasse la parole. Merci. Alors, nous, en fait, la ville de Malakoff peut travailler sur à avoir plus d'espaces verts sur les espaces que nous possédons, nous, ville. Il faut savoir que dans les espaces que l'on peut voir dans une ville, tout n'appartient pas à la ville de Malakoff. Et il y a notamment beaucoup d'espaces qui appartiennent soit à des bailleurs, soit voilà, d'autres propriétaires ou des entreprises aussi, et pas forcément la ville. La ville vraiment a la volonté de développer ces espaces verts. D'ailleurs, c'est dans notre programme et comptez sur moi pour bien y travailler, pour contribuer en effet à avoir de plus en plus d'espaces verts. Et là, je vais refaire la pub des permis de végétaliser. Et il y avait autre chose. Ah oui, les déjections canines. Alors ça, c'est un problème que nous avons en effet. La ville, en fait, pour y faire face, donc évidemment, il y a tout le personnel de propreté, mais c'est vrai je trouve que… alors, nous avons installé quand même en 2019, on a doublé le nombre de distributeurs de sacs en plastique pour les gens les propriétaires des chiens, pour ces déjections. On sait que… nous devons encore continuer à travailler pour offrir plus de solutions. Notamment, moi, ce que je souhaite là, c'est il manque une carte ou une cartographie de ces distributeurs. Donc ça, c'est également en projet. Et je pense qu'il faut en effet aller beaucoup plus loin sur les déjections canines. Malheureusement, il n'y a pas que les rues qui subissent, c'est aussi, là c'était dans les, je ne sais plus si c'était dans les rues, il y a aussi les parcs et jardins qui subissent ça, et d'ailleurs en fait, ça ne fait pas du tout du bien aux arbres. Les arbres ne supportent pas tellement ça. Donc, alors, moi, je vais vous parler d'un projet qui n'est qu'un stade de projet, donc ce n'est pas une promesse. J'aimerais bien aussi qu'on travaille sur l'installation de canicites, parce que la ville de Malakoff n'a pas véritablement de canicites. Parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui, enfin, on va aller du coup dans le concret, hein, mais c'est ma délégation, c'est aussi ça, et c'est aussi notre quotidien, les déjections canines. Pour ramasser en fait les déjections canines, il faut aussi ne pas avoir de problème de genoux, il faut pouvoir se baisser, ramasser tout ça. Certaines personnes âgées ou pas d'ailleurs, ou des personnes qui ont juste mal aux genoux, ça peut être compliqué pour ces personnes-là, d'où l'utilité des canicites. Voilà. Donc ça, il faut que j'y travaille. Voilà. En tout cas, là encore, c'est dans mon carnet de travail. Mais oui, je sais que c'est un problème. Merci Dominique pour tes réponses bien dodues, comme on dit. Avant de passer à la prochaine thématique, je crois qu'on a trois questions qui ont été posées et il y a une prise de parole de M. Azouz, si je ne fais pas erreur aussi, qui a été le premier à lever la main. Donc, M. Azouz, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Très bien, M. Azouz. Bonsoir à tous. Oui, donc je voulais compléter ce qu'avait dit Mme Trichet-Allaire, que j'avais sollicité il y a quelques mois concernant le passage Rousseau. Effectivement, ce passage est très emprunté à la fois par de nombreux collégiens qui vont au collège Paul Bert, par des mères de famille avec enfants, par des personnes âgées, parfois avec déambulateurs. Et donc, au-delà de la saleté quotidienne,
des tessons de bouteilles, des boîtes de kebab, etc. Bon, ce qui a été fait dans un premier temps, c'est effectivement de poser 2 poubelles à l'extrémité de ce passage. Et par ailleurs, il y a un petit parterre de fleurs qui est attenant au mur du conservatoire, et donc on pourrait également l'agrémenter, en plus du street art qui concerne les jeunes, puisque ce sont les jeunes qui ont été verbalisés un soir d'été, parce qu'ils comment dirais-je, ils ennuyaient les voisins, et donc la police était intervenue. Donc au lieu de les réprimander, ce serait bien, en plus, dans le cadre du conseil de quartier aussi, de faire intervenir des animateurs du SMJ pour faire un travail pédagogique avec eux. Et concernant les petits murets pour les vélos, là, ce serait bien d'avoir une action pédagogique auprès des enfants du centre de loisirs. Voilà le sens de mon intervention. Je vous remercie. Excellent, M. Azouz. Est-ce qu'on a donc la deuxième question? Je vous laisse faire pour la suivante. Alors, pour la question, il y avait une question de Madame Massard sur les permis de végétaliser. Elle souhaitait avoir un peu plus d'explications sur la procédure qui lui semblait complexe. Est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Oui. Alors, moi, la procédure, je l'ai trouvée un peu complexe, mais j'ai réussi à la surmonter. Mais je pense que pour des personnes qui ne sont pas très à l'aise avec le numérique, oui, ça peut être assez compliqué à prendre en main. Moi, le problème, c'est que je n'ai jamais eu de réponse, mais bon, je vais contacter les services pour savoir où ça en est, parce que je ne l'ai pas fait, quoi. Je me suis dit, je vais attendre, ça va finir par arriver, et puis c'est jamais arrivé. Après, c'est peut-être tombé dans mes spams, je ne sais pas. Voilà, je vais creuser ça. Mais je profite que j'ai la parole pour poser une question. Vous avez parlé du fait que la mairie souhaitait développer au maximum des espaces végétalisés, mais ne possédait pas suffisamment forcément de terrain pour développer ça partout. Est-ce qu'il y a eu des études sur la possibilité de végétaliser des toitures? Parce que je vois, par exemple, moi, j'habite pas très loin du Stade Lénine, il y a des bâtiments, du coup, des infrastructures municipales sur lesquelles il y a tout le temps de l'eau qui stagne. Et du coup, je sais pas, je m'imagine que ça pourrait à la fois résoudre des problèmes sanitaires, éviter la prolifération des moustiques et augmenter la végétalisation de la ville. Voilà, je pose la question. Eh bien, merci pour votre question. Roderick, je te passe la parole. C'est plutôt toi, je crois, hein, si je ne fais pas erreur. Oui, merci. Alors, vas-y, tu te présentes et puis je te laisse. Bonjour à toutes et à tous. Roderick Ars, je suis adjoint à l'urbanisme, espaces publics et bâtiments communaux. Et sur cette question des toitures végétalisées, je me proposais de répondre. En effet, comme ça a été dit, on est dans une ville très dense avec des espaces très contraints. Et donc, comme on doit inventer en permanence et avoir des solutions malgré la densification pour les questions de végétalisation, nous avons la possibilité dans le PLU, le plan local d'urbanisme, d'avoir des toitures végétalisées. Et on s'est rendu compte que, en fait, il y avait quand même toutes les contraintes faisaient que c'était difficile d'avoir des belles toitures végétalisées, c'est-à-dire une vraie toiture végétalisée, pas juste une petite toundra toute mince, mais il faut de l'épaisseur, il faut de la terre, il faut pour que ça lutte contre la chaleur, etc., pour que les plantes puissent pousser. Et on est en ce moment en train de faire une dernière modification du PLU qui permet d'avoir des toitures végétalisées avec 30 cm d'épaisseur qui ne seront pas comptées dans la hauteur totale du bâtiment, et les accostères, c'est-à-dire les bords, ne sont pas comptés parce que vous savez, les immeubles sont limités en hauteur sur la ville, hein, on ne veut pas que les immeubles poussent trop haut, et donc on autorise, par contre on a des primes, on autorise pour ceux qui font l'effort de vouloir végétaliser des immeubles, etc., ils peuvent faire un tout petit peu plus haut pour ça, parce que ça bénéficie à tout le monde. Et pour le CTM, le bâtiment municipal dont vous avez parlé, c'est un bâtiment ancien. Donc, on ne peut pas, sur les bâtiments anciens, facilement installer des toitures végétalisées parce qu'il y a du poids. Si on fait une vraie toiture, il y a du poids, etc. Mais en tout cas, sur les nouveaux bâtiments qu'on construit, on fait très attention à ce qu'on peut faire. Et quand on fait des rénovations de bâtiments, on essaye au maximum aussi, sur les crèches, par exemple, etc., d'avoir des toitures végétalisées ou des cours aussi végétalisés, les cours oasis, le bitume, etc. Pour les enfants, c'est infernal. Mais surtout quand il fait chaud. Alors certes, je préviens tout de suite, vos enfants rentreront peut-être un tout petit peu plus sales de l'école, ils auront joué, il y aura de la terre, etc. Mais je pense que c'est la vie et vaut mieux une cour fraîche et agréable en été qu'une cour bitumée où les enfants ne peuvent même pas sortir. Voilà. Merci Roderick. Je m'excuse Dominique, je te repasse la parole. Comme c'était sur 2 thématiques, j'ai zigzagué, mais j'aurais dû te passer la parole d'abord. Tout va bien, merci Michel.
Juste pour dire, Madame, alors, grâce à la visio, alors c'est vrai que la visio a beaucoup d'inconvénients, mais un avantage, c'est qu'on voit vos noms et prénoms. Donc, du coup, Madame Massard, je note bien vos coordonnées pour voir où en est votre permis de végétaliser. Et voir, en effet, du coup, s'il est parti dans les limbes du numérique, nous reviendrons vers vous. Comptez sur moi. Très bien, bah merci. On va passer donc, plus de questions sur cette thématique. On va passer donc à la prochaine thématique qui est le sport. Et donc, il y a une question sur l'évolution de la pelouse du Stade Cerdan et sur les compensations en espace vert de ce projet, mais également une question sur les perspectives de l'aménagement du terrain du Collège Vallon. Je vais passer la parole à Anthony Touey, maire adjoint au sport, qui va se présenter. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, Anthony Touey, maire adjoint au sport et adjoint du quartier sud aussi. Donc, j'étais à la place de Michel la semaine dernière. Je te souhaite bon courage parce que je sais que c'est un rôle qui n'est pas facile. Concernant la question qui est posée, la question elle est plutôt posée à Mme Trichet-Allaire, j'ai l'impression, puisque c'est sur le développement durable et toute la végétalisation qui va être mise autour du Stade Cerdan. Ah. Oui. Alors, j'aurais d'autres questions après. Qui est volontaire? Qui est volontaire? Ça va dépendre de la question. Quelle est la question exactement? Je te la redis. Je relis la question d'origine ou la question… Tu as écouté la mienne ou pas trop, Roderick? En fait, c'est pour ça que la question… Je pense qu'il y a deux choses. Il y a la pelouse du Stade Cerdan, ça c'est une chose, et il y a la compensation en termes d'espace vert avec le terrain Vallon, l'ancien nouveau collège qui, qui sera détruit. Tu peux en parler de cette parcelle-là, comment ça va se passer? On ne sait pas exactement, mais on est sûr de certaines choses quand même. Oui, tout à fait. Moi, je veux bien parler de la végétalisation autour de l'espace public. Comme vous le savez, dans le sud, on a un grand projet sur Barbus et il y a aussi le nouveau collège Vallon. L'ancien collège est sur un terrain qui appartient déjà à la ville et nous avons pris comme engagement dans cette mandature, ça faisait partie de nos engagements de campagne, que ce terrain, une fois que les collégiens plutôt, auront été déménagés, une fois qu'on récupère ce terrain, on ne va pas le vendre à un promoteur pour faire des opérations de promotion avec des immeubles. Hein. Souvent, ils font des immeubles, ils ne font pas des espaces verts, alors que nous, on va faire à cet endroit-là un espace vert dans le prolongement de Salagnac avec des activités partagées. Ça peut être du sport pour tous, etc. etc. Donc là, ça sera un nouvel espace vert qui va agrandir Salagnac, qui va être mis en place. Et dans l'ensemble du quartier, on a le boulevard Stalingrad qui actuellement est au département. La ville va le récupérer et va pouvoir entièrement le retravailler. Ça va dépendre aussi du collège qui va être à cet endroit-là. La sortie des élèves du collège vont être sur Stalingrad. On s'est engagé à ne pas couper les arbres, à ne plus avoir des voitures garées partout, mais plus de place pour les vélos, pour les piétons et de la végétalisation. Et bien évidemment, sur la place Léo Figuière, aussi qui va être entièrement retravaillé. On va reprendre beaucoup d'espaces verts à cet endroit-là pour lutter aussi contre la chaleur et que ça soit un endroit agréable. Donc en fait, il y a beaucoup de projets autour où on va veiller à ce qu'il y ait le maximum de végétalisation, comme aussi par exemple sur le parking silo pour les voitures qui est encore un petit peu plus loin, mais sur le cahier des charges, il est mis qu'il doit y avoir de la végétalisation en toiture et aussi sur les murs, ce qui participe, malgré le fait qu'on va mettre des voitures dedans. Vu de l'extérieur, ça sera quand même un endroit autre chose qu'un gros bloc au béton. Voilà. Merci, Roderick. Et l'évolution de la pelouse, alors c'est toi, Anto? Oui, bien sûr. Oui, vas-y. C'est moi. Donc, pour le réaménagement du quartier sud, évidemment, hein, ce n'est pas comme pour le quartier centre. Tout sera fait avec les habitants, en lien avec eux en tout cas. En ce qui concerne la pelouse du Stade Cerdan, donc vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une saisine sur la pelouse du Stade Cerdan demandant qu'on garde le gazon naturel sur la pelouse. Donc, évidemment, je ne veux pas empiéter sur le débat qu'il va y avoir mercredi au conseil municipal et les discussions qu'on a eues avec les habitants justement sur cette saisine municipale. Donc, je préfère vraiment attendre la semaine prochaine,
de voir ce qui va se dire pour justement vous en dire plus par rapport à la pelouse du Stade Cerdan. Juste pour préciser, si vous me permettez, peut-être que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Les habitants ont la possibilité de mettre en place ce qu'on appelle une saisine citoyenne. À partir du moment où vous récoltez un minimum de 500 signatures, la saisine citoyenne permet de mettre en débat au conseil municipal un sujet que les habitants ont porté. Donc là, en effet, mercredi prochain, au conseil municipal, un collectif d'habitants a saisi le conseil municipal pour qu'on débatte, pour que les élus débattent entre eux sur le changement de la pelouse du Stade Cerdan. Voilà, c'était juste une petite précision. Alors, il y a une question concernant le collège et son déménagement d'Amani. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, ouvrir votre micro pour poser votre question? Oui, bonjour. Bonjour à tous. Non, c'était juste une question parce que moi, je suis nouvellement habitante à Malakoff et donc j'ai entendu ce projet de déménagement, mais je voulais juste savoir pourquoi est-ce que le collège était déménagé, en fait, s'il y avait une raison particulière. Parce que c'est beaucoup plus simple de déménager que de détruire et de reconstruire par-dessus. Roderick, si tu veux compléter. Oui, tout à fait. Enfin, comme vous savez, ou vous savez peut-être pas, mais les collèges, ça dépend du département. La particularité était que le collège Vallon, donc géré par le département et qui appartient au département, était sur un terrain qui appartenait à la ville. Et vous savez, entre le stade et le parc Salagnac, il y avait ce qu'on appelle le terrain stabilisé, qui lui, où la ville avait quelques activités et qui lui appartenait au département. Donc en fait, le département, plutôt que de refaire le collège sur place ou de faire des gros travaux et de mettre des algécos pour pouvoir mettre les enfants pendant quelques années dedans, le temps des travaux, a préféré faire une opération beaucoup plus simple, profiter du fait qu'il y avait le terrain d'à côté qui leur appartenait, construire le nouveau collège dessus. Et après, à la rentrée de septembre, je crois 2023, c'est ça, je ne sais plus, Sonia, tu vas peut-être me corriger, je crois que c'est 2023 de mémoire. Les enfants, en fait, simplement feront leur rentrée dans un nouveau collège et l'ancien collège nous sera restitué à la ville, enfin le terrain sera restitué à la ville. C'est une facilité, en fait, et surtout, ça va permettre d'avoir un nouveau bâtiment parce que l'ancien commence à être un petit peu vétuste, beaucoup plus aux normes environnementales, avec de la verdure, des équipements sportifs, il va y avoir un mur d'escalade, il va y avoir plein de choses. C'est vraiment un projet assez enthousiasmant. Oui, on aura un nouveau gymnase. Et Oui. si vous voulez, vous pouvez aller sur le boulevard Stalingrad. Je crois qu'il y a le département a déjà commencé à mettre de l'affichage sur le nouveau collège, il me semble, Roderick, avec les photos. C'est vraiment un très, très beau projet. Et je peux vous dire que les collégiens, les futurs collégiens vont avoir vraiment beaucoup de chance d'aller dans ce collège. Et les toitures sont végétalisées avec une belle végétalisation. Eh ben, merci Roderick. Et puis là, on voit bien donc que la proposition de la démo locale de monsieur ou madame l'homme de départ a la sens, puisque tu as dû expliquer la compétence du département pour les collèges. Et donc, on va… Est-ce qu'il reste des questions sur… On peut aller sur l'appli. On peut aller sur celle-là. D'accord. Eh ben, on va passer ensuite à une autre question sur le sport, où là, ça ne te concerne que toi, Anto. Alors… Concernant le sport et la subvention de l'USMM, ainsi que l'intérêt de mettre en place des états généraux du sport. Je te laisse y aller. Voilà, c'est bon, j'ai allumé le micro. Alors, concernant l'USMM et la diversification de son financement. Comme vous le savez, les subventions de l'État aux collectivités locales ne cessent de baisser depuis longtemps. Pour que les associations puissent continuer à se pérenniser, il est fondamental de diversifier leurs sources de revenus, surtout lorsqu'elles emploient des personnes. Cette situation est une réalité pour toutes les associations au-delà de Malakoff. En ce qui concerne le désengagement et l'augmentation des tarifs,
Pour la ville et la majorité municipale, le sport est fondamental. Et l'USMM est notre principal partenaire, même s'il y en a d'autres, comme la Team Magnum, Échec et Maths, et je suis désolé de ne pas tous les citer ce soir. Pour preuve de notre bonne foi, en pleine crise et malgré la baisse de 30% des adhérents, nous avons maintenu la subvention de l'année N-1, c'est-à-dire de 462 000 €, ce qui n'est pas négligeable. Mais nous pensons que le sport pour tous est une priorité. L'émancipation, le lien social, l'esprit d'équipe, le dépassement de soi et la santé sont des arguments qui nous convainquent. Par ailleurs, Madame la maire et moi-même, nous avons interpellé la ministre des Sports dans un courrier pour demander une augmentation des aides aux clubs sportifs amateurs. Puisqu'il faut savoir que le plan de relance du gouvernement a consacré 230 millions d'euros au sport de haut niveau et seulement 35 millions pour le sport amateur. Et le sport amateur, il faut savoir que c'est 158 000 associations. Ça représente en moyenne donc une dotation, on va dire, de 200 € par association sportive. Ça ne compensera jamais les 30% de perte d'adhérents. À Malakoff, nous avons pris nos responsabilités et nous soutenons vraiment le sport dans les faits. En ce qui concerne les états généraux du sport, les états généraux du sport, ils nous permettront d'échanger sans fil sur les problématiques et les propositions que les habitants feront pour améliorer la politique sportive de la ville. Cela se fera avec les clubs sportifs, évidemment, en coopération. Je ne sais pas si vous avez des questions, des précisions que vous voulez sur ma réponse, mais je peux en donner si vous voulez. Si Anto, donc je crois qu'on a une question libre sur le sport, c'est ça? Oui. C'était une question de Madame Farah sur les cours de tennis. Oui, je l'écoute. Que Madame Farah, vous pouvez ouvrir votre micro. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir. Moi, j'ai plusieurs questions. Pour les cours de tennis, le fonctionnement optimum, apparemment, les gens n'arrivent pas à accéder pendant que le gardien n'est pas là, il est au repas. Et je voulais savoir, est-ce qu'il fonctionne, le digicode, le fonctionnement optimum de ce digicode quand le gardien n'est pas là? Est-ce qu'il fonctionne bien? Parce qu'on a des remontées que les gens n'arrivent pas à accéder. Alors, moi, je n'ai eu aucune remontée en ce sens-là. Si j'en avais eu, évidemment que j'aurais saisi les services sur ce sujet. D'ailleurs, je vais noter la question, mais je n'ai pas eu d'autres alertes concernant ce sujet. Donc, on va la noter, puis on va demander au service ce qui se passe. Mais je n'ai pas eu de courrier de la section, par exemple, tennis de l'USMM ou de l'USMM directement qui aurait, dans ces cas-là, dû m'alerter. Mais je ne sais pas s'il y a un problème. D'accord. Et je veux savoir aussi pour Lénine, est-ce qu'il y a une date prévue pour les travaux? Et quelles sont les incidences sur le foot, la pétanque, le tir? Alors, je suis très, très content de cette question. Puisque, en fait, le problème, vous savez que j'ai parlé tout à l'heure de la saisine. Donc là, après, quand même, elle est venue faire des câlins. Coupez le micro, s'il vous plaît. Ah oui, je me disais. Madame Jeannès, le micro. C'est bon, Tony, vous pouvez reprendre. C'est bon, merci beaucoup. Non, concernant le stade Lénine, c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en fait, la saisine qui est mise au conseil municipal donc du 7 avril, dont on a parlé tout à l'heure, est liée à ce projet qu'il va y avoir sur le stade Lénine. Donc, c'est un projet de géothermie. La géothermie, c'est une énergie écologique qui va nous permettre de faire des économies dans le futur sur les dépenses au niveau du chauffage. Aussi bien pour la collectivité locale que pour le parc social. Donc, c'est une très bonne chose. Il faut savoir qu'à ce moment-là, donc, il va y avoir la destruction de la moitié du terrain du stade Lénine. Donc, il ne nous restera plus que le demi-terrain pour toutes les écoles et pour tous les sportifs qui actuellement utilisent le synthétique. Donc, sur le stade Lénine, on sait aussi que le revêtement, c'est du pneu. Et le pneu, c'est
pas bon pour la santé. Donc, après ce grand projet de géothermie, il y a un grand projet de destruction de tout le stade Lénine qui nous permettra de remettre toutes les infrastructures à neuf, donc en projet évidemment avec les états généraux du sport, et qui nous permettra de changer le revêtement du terrain synthétique, qui ne sera plus du pneu et donc qui sera bien meilleur pour la santé que ce que c'est actuellement. Est-ce que ça vous va? Merci Anto, ça va, ça va. De rien. Pardon, Alors, moi je veux savoir pour les incidences sur la pétanque, le tir, le foot, en fait les sections qui sont là-bas. Ben, puisque je représente l'USMM, vu que je suis présidente et vice-présidente. Je tenais à remercier la ville d'ailleurs de toute. Elle est toujours là, surtout maintenant dans la crise. C'est vraiment très difficile pour nous, les adhérents. Tous les gymnases sont fermés. On a des adultes qui ne peuvent pas aller qu'au plein air. Et tout le temps, la ville, elle est là. Elle est là. Et elle permet à tous les adultes à profiter des stades. Aucune demande n'est écartée. Ils mettent tout le monde. Et je tenais à vraiment remercier la ville pour ça. Et monsieur Anthony surtout. Mais je voulais quand même savoir un petit peu les incidences sur le foot, sur la pétanque, sur le tir. Qu'est-ce qui est prévu pour ça, sachant que le foot, il est surtout à Lénine. Hein. Bien sûr, évidemment. C'est pour ça qu'on pense améliorer la pratique sportive et le nombre de personnes qui pourront la pratiquer. C'est pour ça que sur la pelouse Cerdan, on pense faire un revêtement qui permet d'accueillir plus de catégories, de sections et de faire un stade plutôt multisport plutôt qu'un stade qui actuellement ne sert qu'à une section de manière très majoritaire. Donc voilà, ça c'est ma première réponse. Déjà, je vais vous remercier franchement de ces remerciements. On bosse dur, on n'avait pas de directeur des sports pendant longtemps, on en a un maintenant et on fera tout de toute façon pour que les jeunes et les moins jeunes puissent continuer à faire du sport parce que c'est bon pour la santé et on continuera à ouvrir au maximum pour qu'on garde ce lien social aussi entre nous. Eh ben, merci Anthony Touay. Pour ce qui est du foot, il y a une incidence évidemment, excusez-moi. Pour ce qui est du foot, il y a la pétanque et le tir. Le stand de tir fermera certainement, mais peut-être pas au même moment que le foot. Hein. Ça va être en décalé, mais on vous donnera un calendrier prévisionnel plus complet, évidemment. Mais pour le foot, évidemment, les 500 adhérents de la section football ne pourront plus pratiquer sur un demi-terrain. Et c'est pareil pour les écoles, hein, j'ai envie de vous dire. Et le sport à l'école, c'est aussi très important. Donc, évidemment que le stade Cerdan, le changement va être très important, que ce soit de manière écologique, de manière à ce que le plus grand nombre puisse pratiquer le sport, puisqu'on pratique une politique de sport pour tous. Merci à vous, en tout cas. Anthony Touay et Madame Farah. J'espère que Monsieur Touay a répondu à toutes vos questions cette fois. Oui, bon merci beaucoup. Merci. Et je vous remercie sincèrement, Monsieur Touay. Alors, merci pour l'intervention. Donc, nous avons une autre question au cours de la soirée qui concerne un thème rassemblé plus autour de la voirie. Je propose à Monsieur Trémoureux qui avait une question sur le stationnement des vélos dans les logements collectifs de vous prendre la parole et je vous remercie de faire une intervention synthétique, s'il vous plaît. Oui. Et voilà, je vous remercie. Okay. Bonjour. Donc le thème, c'est développer la sécurisation du stationnement vélo pour les habitants de logements collectifs. Donc, grâce au baromètre des villes cyclables de 2017 et 2019, on sait que le risque de vol de vélo est un point faible de notre ville. L'absence de stationnement vélo sécurisé sur les lieux de vie contrarie le passage au vélo de nos concitoyens. On sait aussi qu'une part des victimes de vol de vélo n'en acquièrent pas de nouveau. C'est une problématique qui monte avec le boom du vélo et la montée en charge des vélos à assistance électrique. Il concerne particulièrement les habitants en logement collectif. Un plan vélo va se développer, un système vélo abouti repose sur des aménagements cyclables alliés à du stationnement sécurisé. Le développement des arceaux et des abris illégaux prévus par le plan global de déplacement va améliorer la situation, mais ne va pas permettre de répondre à notre question. Dans le logement collectif, il y a plusieurs manières de faire, soit aménager, sécuriser un local existant,
ou installer des vélobox sur une place de parking auto qui permet de sécuriser ainsi 6 vélos, à peu près, hein, il y a différents formats. La mairie a déjà reçu des demandes en ce sens. Concernant le parc social, Dynamo Malakoff est en relation avec Malakoff Habitat et Paris Habitat pour promouvoir le programme de développement alvéole de stationnement sécurisé qui est subventionné à hauteur de 60% et offre des possibilités d'accompagnement également financées à 100%. Hors parc social, il serait utile sur Malakoff qu'un service puisse guider et orienter les locataires ou copropriétaires souhaitant aménager ou sécuriser de locaux existants ou bénéficier de vélobox. L'idée serait de proposer des cahiers des charges qualitatifs, d'orienter vers des aides potentielles. Aujourd'hui, il y a le budget participatif Île-de-France qui existe, il y a la 3e session qui va s'ouvrir, et on a des financements à 80% hors taxe de l'investissement de ce type. Donc, il faut le connaître, il faut savoir comment le faire. Voilà, mais c'est facile de lancer les choses. Il va y avoir aussi le budget participatif communal. Dynamo pourrait participer à la définition d'un service dossier de ce type avec la mairie, et cette proposition peut intéresser évidemment, outre le quartier centre, les quartiers nord et sud. Voilà, je vous remercie. Je vais passer la parole à Farid Emidi pour qu'il se présente et pour qu'il puisse répondre. Et je vous souhaite bon courage. M. Emidi, la question fait une page entière, donc j'espère que vous avez pu noter. Allez-y. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter rapidement parce que j'ai eu des temps de parole qui étaient un peu longs. Je n'ai pas envie de me faire tirer les bretelles par M. Awad. Moi, c'est Emidi Farid. Donc, je suis conseiller élu sur les mobilités et la voirie. Donc, je vais essayer de faire une réponse assez synthétique, peut-être plus courte que la question. Mais la question reste importante et d'actualité. Donc, je vais répondre sur le domaine de la voirie et du domaine public parce que j'entendais aussi de l'insécurité sur les sites d'emplacement. Concernant mon domaine, donc, tout ce qui est sur la voirie, donc, on a pu voir sur Paris que des emplacements de type vélobox ont été installés à Paris sur le domaine public. Ça reste des dispositifs qui prennent pas mal de place en général sur le stationnement. Aujourd'hui, on a fait, l'année dernière, on a fait quand même pas mal de suppressions de dizaines de places de stationnement sur les installations des coronapistes. Donc, au niveau de sur le secteur sud. Donc, la semaine dernière, j'ai pu y répondre pas mal sur les questions. Mais on a aussi sur Victor Hugo, où toute la rue Victor Hugo, de manière entière, a été supprimée là-dessus. Donc, du coup, ça fait pas mal de place. Et on supprime aussi des places de stationnement pour installer des arceaux, qui soient pour les vélos, pour les motos. Donc, actuellement, la mairie travaille aussi avec le territoire pour pouvoir installer des consignes sécurisées sur les aires de métro. Donc, voilà, c'est en déploiement sur 2021-2022. Donc, en tout cas, c'est en marche. Donc, du coup, l'idée, c'est aussi de voir un petit peu, les différents retours et derrière, après, travailler avec la ville en fonction de nos retours. Donc, voilà. Si je peux me permettre, Farid. Alors, peut-être pour les logements aussi, il y a aussi sur le PLU. Il y a le PLU, tout à l'heure, M. Roderick Ars en parlait, ils imposent pas mal de places, enfin, par rapport au logement collectif, ils imposent des places de vélo. C'était peut-être ça, Sonia? Oui, c'était bon pour le PLU, mais je pense que Roderick en parlerait mieux que nous, puisque le PLU impose à ce qu'il y ait des places de vélo dans les nouvelles constructions, ça c'est une chose. Et puis au niveau du territoire VSGP, il me semble qu'ils sont en train de travailler sur un plan vélo, Farid, mais c'est toi qui connais mieux, et que dans le cadre de ce plan vélo, bien évidemment, ils travaillent aussi sur l'installation d'espaces sécurisés. Voilà, mais pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Je pense qu'ils reviendront de toute façon le territoire. Hein, vous savez tous que Vallée Sud Grand Paris, c'est 11 territoires, 11 villes, hein, dont Malakoff. Voilà, donc ils sont en train de travailler dessus. Et puis les 2 stations Étienne Dolé, comme tu disais, Plateau de Vent, en cours d'études de faisabilité. Mais ça, je pense que ça fait partie des choses dont tu discutes dans le comité de suivi, Farid. Tout à fait. Alors oui, tout à fait. Je vais essayer, enfin, j'ai promis de faire court, mais désolé, M. Awad. Mais oui, il y a un comité de suivi sur le plan global de déplacement. Je me suis pas mal étalé dessus sur le conseil de quartier sud. Donc, du coup, c'est un plan global de déplacement qui a été voté sur le conseil municipal de décembre. Et l'idée, c'est de le déployer sur les 10 prochaines années parce qu'il recense une vingtaine d'actions plus ou moins prioritaires. Donc, du coup, je vous invite à aller sur le site de la ville de Malakoff pour pas vraiment le détailler ce soir, mais il y a toutes les informations dessus. Et éventuellement, voilà, il y a plusieurs actions avec
chaque action, on arrive à identifier avec quel partenaire on travaille, que ce soit des fois uniquement sur la ville de Malakoff, donc des fois, comme l'a dit Madame Figuère, il y a le territoire qui est dedans, des fois il y a le département. Donc, Madame Trichet-Allaire, tout à l'heure, on a parlé, on n'est pas propriétaire de tout le domaine public, mais il y a forcément des travaux qu'on doit faire de manière commune avec différentes institutions, et ça reste un travail intéressant. Et nous, l'idée, c'était d'avoir un comité de suivi avec les habitants. Donc, on a augmenté le nombre d'habitants. On a fait une proposition d'augmentation du nombre d'habitants. Dedans, il y a M. Trébourg qui s'est présenté en tant qu'adhérent de la Dynamo Malakoff, donc ça reste une association de mobilité douce. On a aussi le pôle accessibilité, le pôle handicap, on a les entreprises, on a la RATP qui représente les transports collectifs, transports en commun, et j'en passe. Donc, du coup, ça reste un comité de suivi qui va avoir une nouvelle forme et qui va accompagner sur la construction et le suivi des actions qui ont été votées dans le cadre du PGD. J'ai essayé de faire court et synthétiser, mais n'hésitez pas, sur la ville de Malakoff, tout est renseigné dessus. Merci, Monsieur Emily. Excusez-moi, du côté de VSGP, les développements, en fait, ils sont surtout sur l'intermodalité. Ça ne répond pas tout à fait à la question posée sur le logement collectif. Voilà. Sur le logement collectif privé ou public, monsieur? Les deux. Alors, Et puis, les normes, logement... en fait, dans le parc social concernent beaucoup maintenant les nouveaux habitats. On va avoir énormément de travail du côté du parc social existant, évidemment. Très bien. Monsieur Ars, vous voulez peut-être rajouter quelque chose là-dessus? Oui, je voulais répondre à Monsieur Trémoureux. Il a entièrement raison de dire que le PLU concerne bien évidemment les nouveaux logements, les nouvelles constructions. Et pour ces constructions, il y a des locales à vélo avec des normes, des tailles spécifiques, etc. pour répondre à la demande, mais sa question, elle est principalement sur l'existant. Qu'est-ce qu'on fait pour l'existant en attendant qu'on construise des nouveaux bâtiments? Les vélos sont là, et pour le développement du vélo, c'est très important que quand le matin, on veut prendre le vélo pour aller au travail, si on ne le trouve pas en bas de chez soi, ça ne marche pas. Donc déjà, on doit travailler sur des attaches vélo vraiment sécurisées, c'est-à-dire les attaches 3 points, pour que les vélos puissent être attachés sur 3 points et non pas des attaches 2 points, puisqu'on peut voler des vélos plus facilement. Donc, il y a les attaches 3 points, il y a les abris sécurisés, et moi, je note la proposition de Dynamo et peut-être nous pouvons mettre en place une communication aussi pour pouvoir obtenir des aides auprès de différentes instances, la région, d'avoir à la place de certaines places de parking dans les collectifs, des stationnements sécurisés pour les vélos. Ça peut être des solutions aussi. Comme ça a été dit, avec Vallée Sud Grand Paris, et on est en train de travailler à quelques stations, mais ça ne sera pas suffisant, et il faut continuer à travailler des stationnements sécurisés et aussi des stationnements simples. Il en manque dans la ville. Quand on va faire ses courses à vélo, au bout d'un moment, on ne sait plus où accrocher son vélo. On voit d'ailleurs que sur des barrières qui ne sont pas conçues pour, il y a trop de vélos qui accrochent. C'est bien la preuve qu'il y a un besoin, et il va falloir qu'on y réponde. Merci, Monsieur Ars. Donc, je vous laisse la parole, Léo. Alors, il y a une autre question de Monsieur Cos sur les services de voiture libre. Est-ce que Monsieur Cos, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît? Oui, j'ai vu que quelqu'un a commencé à répondre sur le sujet. Je crois que c'était M. Ars, en disant qu'il y a bien des services de location de voitures sur Malakoff, c'est vrai. Moi, je parle vraiment d'un service qui était aussi pratique que pouvait l'être Autolib, à savoir, je prends un véhicule à un point A et je le dépose à un point B, sans avoir à revenir au point A. Les services de location qui existent à l'heure actuelle, je cite par exemple Getaround, c'est un service où vous réservez un véhicule, vous le prenez à un point A et vous devez le restituer au point A, pas n'importe où ailleurs. Donc ce n'est pas la même chose que ce que faisait effectivement Autolib auparavant, où on pouvait réserver un point A et puis le déposer à un point B. Donc actuellement, ce qui existe d'équivalent existe à Vanves, existe à Paris, mais n'existe pas à Malakoff. L'équivalent existe pour les motos électriques CityScoot. J'ai été ravi quand le service a enfin ouvert sur la ville de Malakoff. Je l'utilise très régulièrement, le service de CityScoot, et ça fait maintenant très longtemps que j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que des services équivalents au niveau des voitures
n'est toujours pas disponible depuis la disparition d'Autolib, que je regrette. Alors, si je peux répondre à cette question. On va laisser Farid et Midi, M. Ars, on va laisser Farid, et puis sur les mobilités, puis après, si vous voulez compléter derrière. Non, parce que M. Ars était anciennement sur les mobilités, donc je vais peut-être faire une introduction, et puis M. Ars, il n'y a pas de souci, vous pouvez répondre là-dessus. Donc, du coup, nous, actuellement, par exemple, sur Autolib, il faut savoir que sur toutes les villes qui disposent d'Autolib, il y a pas mal de villes qui ont mis leur borne à l'arrêt, et M. Ars en faisait partie. Et avec les services, l'idée, c'était de remettre les bornes en service pour pouvoir proposer de l'électricité pour les personnes qui n'avaient pas forcément la possibilité d'avoir des prises électriques. Aujourd'hui, après, pour ma part, on a pu rencontrer deux, Get-Around aussi exactement, mais il y a aussi d'autres. J'ai bien compris entre le point A et le point B, peut-être un peu technique pour certains, mais on est en train de travailler justement pour essayer de voir une possibilité. Il y a pas mal de sociétés, d'entreprises qui souhaiteraient, on va dire, se mettre sur le sujet. Et donc, du coup, ça reste des longues et grandes réflexions de manière à faire quelque chose de pouvoir travailler avec. Parce qu'en fait, l'idée, c'est vraiment, voilà, s'il y avait un monopole ou un duopole, ça aurait été beaucoup plus simple de travailler avec la possibilité de travailler avec des bornes qui soient les mêmes d'une ville à une autre. Aujourd'hui, la complication, ça reste, on va dire, d'avoir des services différents, donc forcément d'avoir des cartes d'abonnement différents ou d'avoir des forfaits différents, et c'est un petit peu la complication. Mais on avait discuté avec M. Ars, et comme j'ai vu qu'il était friand de vouloir répondre, je te passe la parole. Allez-y, M. Ars. Non, mais merci Farid. Oui, je voulais juste dire que la disparition du service Autolib, c'est quelque chose qu'on regrette. La disparition a été programmée par M. Bolloré pour des questions financières et a essayé de nous faire payer à nous, collectivement, enfin de toutes les villes Autolib, plus de 300 millions d'euros quand même, ce qui représentait une très forte somme pour Malakoff, plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc les services Autolib ont été fermés parce que M. Bolloré ne trouvait plus ça intéressant, alors que beaucoup de gens, et j'en connais beaucoup sur Malakoff aussi, avaient abandonné leur voiture parce qu'ils utilisaient peu leur voiture personnelle et ils prenaient de temps en temps une Autolib. Et le fait de pouvoir la déposer d'un point A à un point B, c'était en effet très pratique, etc. Les city scouts sont sur la ville. Les locations dont vous parliez en libre service, c'est vrai qu'il faut ramener la voiture, donc ça ne correspond pas tout à fait, ce n'est pas la même utilisation, vous avez entièrement raison. Il y a avec le syndicat CIPEREC, le CIPEREC, c'est le syndicat des énergies dans lequel Malakoff fait partie pour beaucoup de villes, énergie, fibre optique, tout un tas de choses comme ça, et entre autres la question de la gestion des flottes de véhicules. Et le CIPEREC a un projet de remettre en place dans les stations Autolib, qui sont ouvertes à tout le monde, des véhicules électriques qui pourraient être un peu comme des Autolib. C'est en projet, c'est dans les cartons, mais c'est des projets qui prennent beaucoup de temps, avec beaucoup de moyens financiers. Et on attend. Pour l'instant, on attend, malheureusement. Merci, M. Ars. Et donc, Léo, je crois qu'il reste 2 questions, c'est ça? Il reste encore 2 questions, effectivement. Il y avait une question de Maxime sur une cartographie des nuisances sonores et visuelles liées aux voitures et aux camions. Est-ce que, Maxime, vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui. Alors, j'ai déjà parlé tout à l'heure, mais j'habite entre rue Étienne Dolé et l'avenue Pierre Brossolette, à la limite de Montrouge. Et ma question donc, concerne effectivement tout ce qui est nuisances sonores qui peuvent venir donc, de tout type de véhicules, et aussi la nuisance visuelle que provoquent tout simplement des véhicules en stationnement, des véhicules qui ne bougent pas depuis longtemps, des véhicules en mauvais état et qui sont parqués devant les fenêtres. Je voulais savoir s'il y avait un travail, une étude faite dessus, à la fois avec une cartographie des mesures, mais aussi peut-être des questionnaires faits auprès des habitants. Et si oui, est-ce qu'il y a un plan d'action mené? Est-ce qu'il y a une direction qui a été prise par rapport à ça? Et aussi, je posais une autre question, c'est s'il y a eu cette étude, est-ce que la ville considère que la ville de Malakoff est plutôt bien lotie ou peut-être mauvais élève sur ce point? Merci. Alors, Monsieur Midi, est-ce que vous sentez est-ce que Martin Vernant est présent aujourd'hui? Parce qu'il est en charge d'un secteur qui est concerné, mais je ne vois pas à l'écran devant moi. Alors, Dominique, si tu peux y aller, puisque Martin n'est pas là. Alors, je vais y répondre autant que possible.
alors, à ma connaissance, et je compte sur mes collègues pour me compléter s'il me manque des éléments ou des connaissances, alors, en effet, nous avons un de nos collègues, comme disait Michel Awad, qui est responsable quand même de la lutte contre la pollution de l'air, la pollution aussi sonore. Donc, le fait qu'il y ait une délégation veut dire que la ville de Malakoff sait qu'il y a un sujet sur cette thématique-là. Aujourd'hui, alors à ma connaissance, il n'y a pas de projet pour faire une cartographie. Par contre, je sais que M. Vernant travaille en effet pour limiter la pollution, les nuisances sonores. Mais en ce moment, il est plutôt en train de travailler notamment les nuisances sonores qui sont dues au train et dues à la SNCF, pas loin, justement au niveau des Étienne Daulet, et notamment des trains qui parfois stationnent avant de rentrer à la gare de Montparnasse, qui crée énormément en effet de nuisances sonores. Voilà à ma connaissance ce qu'il en est pour les nuisances sonores. Il travaille pour qu'on mette en place des murs anti-bruit. Pour aller plus loin sur des cartographies, moi ce que je propose, je ne sais pas si mes collègues ont des éléments là-dessus, mais autrement, on va prendre vos coordonnées de toute façon. Oui. Oui. Ah, oui, c'est Antonio. C'est Antonio, simplement pour dire que sur la cartographie, comment dire, Valais, c'était à l'époque de Valais Sud, de Sud de Seine, on a travaillé sur une cartographie de bruit. On a recensé les points les plus importants. Et elle existe, cette cartographie. Elle est même obligatoire, me semble-t-il, lorsqu'on achète une maison, on est obligé de la fournir dans les documents demandés. Et donc, du coup, comment dire, il y a peut-être, comment dire, ça date d'il y a Valais Sud de Seine est fini depuis 2015. Je pense qu'elle mérite d'être actualisée, mais quand les habitants ou quand chacun de nous veut acheter un appartement ou une maison, dans la liste des documents, on est obligé de fournir d'avoir ce document-là. Donc, moi, j'habite le long de la voie de chemin de fer. J'ai effectivement dans mon acte de propriété une mention qui a du bruit à côté. Donc, ça a été travaillé, je pense que ça date d'une loi de Dominique Poinet sur le sujet. Et donc, ça fait 8 ou 9 ans qu'il y a vraiment une sensibilisation des gouvernants sur le sujet. Alors, ce n'est pas parfait, il reste certainement des points à améliorer et voir des applications concrètes au niveau de la ville. Mais par contre, le mur anti-bruit, il est vraiment, comment dire, il a été acté, il est en train d'être monté le long de la voie de chemin de fer qui est à partir, j'ai un trou du cimetière de la ville jusqu'à la gare de Malakoff-Vanves. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez pas, je pense que ce n'est pas un poisson d'avril. Ce matin, dans le Parisien, le bâtiment de la gare Vanves-Malakoff a été classé au patrimoine départemental des sites classés en raison de la construction qui date des années 1930. Donc voilà. Antonio, tu veux bien, qu'en penses-tu de te présenter? Ah Michel, excuse-moi. Donc, je suis Antonio Oliveira, je suis maire adjoint en charge des finances et de la santé. Voilà, et la prochaine fois, s'il te plaît, demande la parole avant d'intervenir, si c'est possible. Merci. Oui. Est-ce que je peux intervenir?
Juste pour compléter, il me semble qu'il y a une carte Air Paris, Air Bruit Paris qui est consultable sur Internet. Et je crois que sur les nuisances sonores, etc., on a une carte, en effet, Antonio, tu le disais, qui est consultable à l'urbanisme. Voilà. Au service de l'urbanisme, mairie de Malakoff. Donc, nous avons une dernière question, une ultime question de Monsieur Chamaillard sur la sécurisation du passage piéton avenue Général de Gaulle. Est-ce que Monsieur Chamaillard, vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Oui. Donc, oui, j'habite rue Jacques Rousseau, donc je passe très souvent le long de sur l'avenue du Général de Gaulle, en passant par la rue Ampère pour attraper la station de métro. Enfin, j'y passais étant en activité quand je travaillais. J'y passe souvent aussi maintenant quand étant à la retraite, parce que je fais beaucoup de marches. Et en fait, ce passage piéton qui est entre la rue Danton et la rue Ampère est très, très dangereux. Surtout le matin, quand il fait nuit en hiver. Bon, maintenant, c'est un peu plus facile, mais... Et le soir, les gens ne s'arrêtent pas. Il y a en moyenne une voiture sur 10 qui s'arrête pour vous laisser passer. Il y a bien des mesures qui avaient été mises en place, avec notamment un passage à niveau clignotant, enfin, vous savez, le triangle là, clignotant, mais il ne se voit pas avec la végétation. Et je pense que la seule mesure qui pourrait être efficace, c'est ce qu'on appelle un gendarme allongé, enfin un ralentisseur, sans que ce soit un énorme truc, mais je touche du bois qu'il n'y ait pas d'accident grave ou mortel. Hein. Et plusieurs véhicules, d'ailleurs, ont franchi le terre-plein central en avalant la signalisation la flèche bleue, hein, on le voit encore en ce moment. Alors, c'est une route départementale, je ne sais pas si la ville peut faire quelque chose, mais ça me paraît très problématique. Hein, j'espère qu'il n'y aura pas d'accident. Voilà. Merci. Je pense que c'est Farid Emidi qui est concerné. Farid, c'est ton secteur ou je fais erreur? Je ne t'entends pas, Farid. Il faut que tu mettes le micro. Pardon. Peu importe, je peux faire un élément de réponse. Oui, pour ces questions spontanées, moi, de mon secteur, depuis que je suis en place sur ma délégation, je n'ai pas eu de remontée sur ce secteur-là. Donc, du coup, content de l'apprendre. Et je pense que c'est tout à fait à l'honneur de la question d'avoir cette place-là dans les conseils de quartier. Donc, du coup, on va dire que je vais commencer par la fin de votre question. Ça reste une départementale, donc éventuellement, le champ d'intervention n'est pas le même que lorsque ça soit une route communale. Mais je vous invite en tout cas à continuer à faire remonter, et c'est d'où l'objet des conseils de quartier. Aujourd'hui, ça reste des thématiques, on va dire, un petit peu anticipées. Mais à l'avenir, en espérant, avec la situation qui s'améliorera, on espère tous d'avoir beaucoup de retours. Donc voilà, moi, j'ai pu en avoir de manière personnelle sur ma boîte mail, de manière en direct, en direct physiquement. Et donc, du coup, là, c'est une question intéressante. Après, moi, je vois exactement, parce que là, il y a la sortie de l'autre côté du stade Lénine et éventuellement le passage piéton avec la partie de la coulée verte derrière. Et je vois exactement le passage piéton et je m'en souviens bien même qu'il était clignotant. Mais après, il y aura pas je ne pourrais pas vous donner une réponse tout de suite de vous dire si on peut mettre un ralentisseur ou pas. Ça reste une départementale et en fait, au niveau des ralentisseurs, ça reste, on va dire, ils ne sont pas forcément plus à la mode, mais ils travaillent sur des passages à niveau, des passages surélevés, de manière, on va dire, à travailler différemment, parce qu'aujourd'hui, les ralentisseurs sont souvent, on va dire, en dehors des clous qui sont posés. Donc, du coup, ça reste, et des fois, sur des coussins berlinois, c'est un type de ralentisseur qui est mis en place. Et des fois, il n'y a pas forcément d'efficacité en termes de ralenti, mais en tout cas, moi, pour ma part, je note bien la problématique et la vitesse qu'il peut y avoir. Éventuellement, je ne sais pas s'il y a des radars pédagogiques qui avaient été mis en place sur cette portion-là, mais en tout cas, on pourra faire remonter l'information. Si ça reste une route départementale, je ne sais pas si on peut me confirmer, j'ai peut-être un doute, hein, peut-être que je dis que c'est une route départementale alors que ça ne l'est pas le cas, mais il me semble. Donc, on me confirme que c'est bien une route départementale. Donc voilà, mais on essaiera de revenir vers vous si on peut, de manière avec des éléments plus précis. Merci, Monsieur Emidi. Avant de passer la parole à Monsieur Ars, Maxime, peut-être Monsieur Vernant, qui n'est pas présent ce soir, vous fera une réponse plus écrite ou une réponse dans le compte-rendu avec tous les détails par rapport au questionnement de tout à l'heure. Et puis, je passe la… Roderick, tu voulais intervenir si je ne fais pas erreur? Je peux juste finir, juste par rapport à Maxime, excuse-moi, M. Awad, pour compléter un petit peu ce que disait Mme Trichet-Allaire.
Ouais, question très intéressante parce qu'aujourd'hui, une cartographie peut être intéressante. Aujourd'hui, même sur les secteurs, aujourd'hui, nous, là où je travaille avec mes services sur la voirie, il y a pas mal de chantiers qui sont mis en place, donc avec un permis de stationnement, etc. Donc, ça reste des fois des chantiers privés, des fois à usage collectif, comme on peut le voir tout à l'heure, on en parlait du collège. L'idée, c'est de travailler, si c'est possible, éventuellement, mais bon, ça reste compliqué parce qu'aujourd'hui, on n'en est pas à l'institution qui gère de manière, on va dire, globale. Donc, du coup, c'était éventuellement, moi, en tout cas, mon souhait, après, je ne vous dis pas que ça va être réalisé, mais on en a parlé avec pas mal d'habitants, c'est éventuellement travailler sur une chantier, la météo des chantiers, éventuellement pour savoir sur les nuisances. Aujourd'hui, on a pu avoir, en tout cas sur mon secteur, je vois pas mal de remontées sur les nuisances et des fois, on n'a pas forcément la main mise dessus. Donc, j'en parle beaucoup avec M. Darnan. Éventuellement, si on peut avoir une météo des chantiers qu'on va avoir, ça nous permettrait éventuellement de se projeter sur les différentes nuisances qu'on pourrait avoir, que ce soit visuel ou sonore. Et donc, du coup, éventuellement, ça peut éventuellement aussi, derrière chaque habitant, pouvoir anticiper sur… Aujourd'hui, on voit que la période est propice au télétravail et j'ai envie de dire que sur les mois et sur les années à venir, il va y en avoir beaucoup plus que les années précédentes. Donc, du coup, c'est une question intéressante et d'où l'objet que M. Awad disait qu'on va vous faire essayer de nous faire un retour. Mais en tout cas, voilà, c'est une remontée qui est intéressante. Donc, voilà, il y a des comptages aussi qui sont faits sur les véhicules, sur les vélos, etc. Donc, c'est des données qu'on essaie d'avoir de manière régulière, de manière à pouvoir travailler plus facilement à l'avenir sur ce type de réflexion et sur éventuellement des projets qui peuvent être intéressants. Donc voilà. Pareil pour les nuisances, tout à l'heure on parlait de nuisances visuelles, aujourd'hui les chantiers on essaye de travailler sur la possibilité d'avoir éventuellement des murs végétalisés, on le voit un petit peu sur Paris où certaines grosses enseignes mettent leur publicité, mais nous éventuellement on peut le voir sur des faux murs, sur des faux murs fleuris qui sont mis en place sur les grosses palissades de chantier, au lieu d'avoir une grande palissade de chantier blanche, comme on peut le voir en face de Picard, par exemple, puisqu'on est encore dans le quartier centre. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est de travailler à l'avenir, éventuellement, si on peut avoir quelque chose de un peu plus esthétiquement joli pour pouvoir éventuellement faire passer le chantier un peu mieux, on va dire, à la fois éventuellement pour nos oreilles et pour nos yeux. Désolé. Merci, M. Émilie. Roderick, tu voulais intervenir, pardon. Oui, très rapidement. Oui, alors vas-y. Deux choses, juste pour dire par rapport au bruit que Malakoff est en partenariat avec Bruit Parif et qu'on a vu avec eux, on a des installations de mesure de bruit qu'on a travaillé avec la SNCF par rapport au TGV, donc il y a déjà des choses qui sont faites par rapport à ça et on devrait prolonger cette collaboration parce que Bruit Parif propose des sortes ils appellent ça des tortues ou des araignées qui mesurent le bruit sur les chantiers et qui permettent d'avoir des alertes. Parce que quand entre des habitants qui nous disent nous, on entend que c'est du bruit, il y a des problèmes, nous, si on a des alertes qui sont mesurées de façon vraiment quantifiée et officielle, ça nous permet de remonter auprès du promoteur ou de celui qui fait les travaux en disant écoutez, nous, on sait qu'il y a eu du bruit, vous avez commencé le chantier à 6 heures alors que vous êtes engagé à le commencer qu'à 8 heures et des choses comme ça. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on doit continuer à travailler et voir avec les promoteurs. Et la deuxième chose que je voulais dire sur Charles de Gaulle, on a un projet avec le département de retravailler toute la partie qui est devant Safran, devant en fait la station de métro Malakoff Plateau de Vanves. Vous savez que c'est compliqué à marcher par là, il y a la coulée verte avec le vélo derrière et tout ça. Tout ça, c'est un petit peu, on va dire, bordélique. Et quand les travaux de Safran, donc le bâtiment qui est en face, seront terminés, on a normalement le projet avec le département de retravailler ce plateau pour que ça soit plus facile d'accéder à Malakoff. Et moi, j'entends ce que vous avez dit et bien évidemment, on demandera au département de travailler jusqu'à ce passage piéton. Je pense que ça sera pertinent parce normalement, ça sera un endroit de tranquillité où les voitures rouleront plus doucement, moins vite, j'allais dire. Et donc, oui, je pense que vous avez raison. On note cette remarque et allons pour réfléchir jusqu'à ce passage piéton qui est un petit peu perdu tout seul au milieu de cet axe parfois roulant, un peu trop roulant. Merci. Merci Roderick pour tes éclaircissements et je passe la parole à Léo. Il n'y a plus de questions, je crois. Donc non, il n'y a plus de questions qui sont arrivées ce soir. Nous vous proposons de répondre éventuellement aux questions qui sont arrivées par mail ce week-end ou aux questions qui ont été posées dans le chat auxquelles on n'a pas pu répondre, qu'elles soient ajoutées dans le compte-rendu et nous répondrons également par mail à vos sollicitations, donc à démocratieslocale@villemalakoff.fr. Nous vous remercions pour cette soirée. Nous vous invitons à venir vous inscrire sur la plateforme nous.malakoff.fr. Nous vous rappelons également les dates du 3 juin et du 17 juin, des jeudis 3 juin et 17 juin, sur lesquels nous ferons des interquartiers. Nous travaillerons
sur la charte de fonctionnement des conseils de quartier. Et encore une fois, nous vous remercions pour ce conseil de quartier un petit peu particulier. Je veux aussi remercier M. Pierrot. Et nous vous remercions pour ce conseil de quartier un petit peu particulier qui s'est déroulé en visioconférence, en espérant bientôt pouvoir tous ensemble nous retrouver dans une salle. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et merci encore. Merci beaucoup. Merci à Michel Awad et au service de la mairie pour toute cette organisation. Oui, merci. Bonne soirée, prenez soin de vous. Bonne soirée. On continue. Au revoir. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, bon courage, bon week-end.